merci pour votre intérêt pour les fake news, que ce matin seulement, j'ai appris que ça ne s'appelle plus fake news, mais ça s'appelle les infox. Infox ou les informations fallacieuses. Voilà, il faut plus d'anglicisme dans notre langue, le français. Alors, avec notre invité d'honneur, qui est donc François Bernard Hugues, je vais vous le présenter avec seulement quelques mots, hein, c'est-à-dire il a beaucoup d'attributions. Je me rappelle qu'il est docteur en sciences politiques, qu'il est directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Le truc vous êtes plus rapide que moi. Et il enseigne aussi encore au CELSA, à la Sorbonne, Paris 4. Donc voilà. Pour ses titres, mais il est aussi, last but not least, auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Sur notre site Rencontrer les Bas Autrement, vous voyez tout ça. Et les deux derniers ouvrages en question sont sur notre thème, c'est-à-dire la désinformation, les armes du faux, qui est sorti en 2016. C'est un gros livre. Et nous sommes consacrés au dernier né. C'est cette année que c'est sorti, Fake News, la grande peur. Et là, l'auteur pose les questions essentielles qui sont, oui, pourquoi, est-ce qu'il n'y a pas un danger que les fausses nouvelles mettent en danger la démocratie? C'est une question essentielle. Il pose aussi la question pourquoi, tout d'un coup, le peuple est devenu complotiste. Et puis, pourquoi favoriser le croire au savoir? Mais bon, il a aussi ce bon côté dans ce livre, que vous pouvez d'ailleurs acquérir à la fin de la séance. Je le rappelle, au prix modique de 14 €, si jamais il vous convainc par son exposé. Alors dans ce livre, il relativise quand même un peu cette désinformation en nous rappelant qu'en fait nous avons baigné depuis des millénaires dans la désinformation parce que nous n'avons pas cru peut-être à l'origine divine des rois, des régnants. Et puis nous avons cru que la terre soit plate, n'est-ce pas? Il y en a encore aujourd'hui qui le croient. Et nous avons cru aussi que les sorcières volaient sur les balais, n'est-ce pas? Voilà. Des choses comme ça, on l'oublie, hein, mais moi j'étais contente de le relire parce que ça relativise un petit peu. Mais aujourd'hui, évidemment, la grande peur, elle a changé de camp parce que de quoi avons-nous peur? C'est des nouvelles technologies et de la vitesse à laquelle se répandent ces mauvaises humeurs, non, les fausses nouvelles, les rumeurs et ce qu'on appelle aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, les infox. Alors moi, après lecture attentive de ce livre, qui est très complet, j'ai 3 questions. En partie, vous avez répondu à ça dans votre livre. Mais bon, pour le grand public, je les rappelle, ces 3 questions. Pourquoi tant de gens ne croient plus les médias? Oui, les médias classiques. C'est effectivement la bonne façon de poser la question. Au lieu de se demander pourquoi les gens croient des stupidités sur les extraterrestres, ou je ne crois pas sur les réseaux sociaux, pourquoi ne croient-ils plus ce qui est dit aux 20h, hein? Voilà. Donc là, on a une grande crise de scepticisme. On essaiera d'en trouver quelques pistes. Voilà. Des experts comme vous, peut-être. Et surtout, pourquoi cette méfiance par rapport aux élites, en général? La deuxième question, c'est pourquoi les réseaux sociaux, acclamés encore pour la liberté d'expression lors des printemps arabes, n'est-ce pas, sont aujourd'hui accusés de complotisme et d'autres informations fallacieuses. Et la troisième question, ça c'est essentiel pour nous, qui sont les citoyens lambda, quels sont les remèdes et quel rôle les citoyens peuvent jouer? Alors, on va essayer de traiter tout ça. Merci. Donc, ça s'appelle les infox, ok, d'accord pour ce terme. Il se passe quelque chose d'assez étonnant en 2016, c'est une gigantesque panique.
qui se reflète, là j'ai mis quelques couvertures de magazines, entre des Spiegel qui croient que c'est la Ende der Welt, c'est-à-dire que les délires trumpistes vont détruire notre monde, ou le Time qui croit que nous sommes rentrés non plus dans la lutte des classes ou de la droite et de la gauche, mais de la lutte des faits, pour l'établissement des faits, la lutte de l'autorité qui a le droit de dire ce qui est la vérité. Et après tout, c'est vrai que c'est un problème. Si on est démocrate, je pense que tout le monde doit l'être a priori dans cette salle, ça suppose au moins deux conditions, un minimum de rationalité chez les citoyens, donc un minimum d'éducation, et en fait qu'on soit d'accord sur le monde extérieur. Je veux dire, il faut qu'on soit d'accord sur le fait que Marignan a eu lieu en 1515 et que c'est le Kaiser qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Hein. Sinon, on peut s'entendre sur rien. Et même cette notion d'une panique parce que brusquement les populations commençaient à ne plus croire la vérité, s'est traduite par la production du concept super chic de post-vérité qui a connu un succès immédiat dans les médias américains et qui me pose des questions parce que nous sommes rentrés dans alors il y a beaucoup de postes, on est dans la postmodernité, la post-démocratie, etc. On va faire un numéro de la revue Medium, la revue de Régis Debray là-dessus. Je pose une question, avant on était dans la vérité ? Où il y a une ère de la pré-vérité quand les gens croyaient aux sorcières sur les soucoupes volantes, ou quand les gens croyaient... moi, je suis né dans une France où une fraction de l'électorat pensait que Staline était un mec épatant et que le goulag n'existait pas, mais une autre fraction de la population pensait que les Algériens nous adoraient et que seule une bande de criminels voulait chasser les Français. Quoi. Bon, voilà. On pourrait prendre des exemples au moment de la première guerre du Golfe ou des choses comme ça. Donc, est-ce qu'il y a une ère de la pré-vérité? Qu'est-ce qui se passe maintenant pour qu'on soit sorti de cette ère de la vérité présumée? Alors, sans déflorer le suspense, il y a 3 suspects qui apparaissent, par exemple, dans les articles du Monde expliquant que le Brexit, l'élection de Trump, l'élection de Salvini, le référendum catalan, tout ça, c'est le produit, non pas de complot, les complotistes sont les méchants, mais enfin d'actions délibérées. Donc il y a 3 suspects, les Russes. Les Russes, Russia Today, vous savez que on va rediscuter en France dans quelques jours la loi Macron, qui n'est pas contre les fake news, qui est maintenant contre la manipulation. Et cette loi donne au CSA le pouvoir de retirer sa licence à des médias étrangers. Et on a bien compris que ce n'était pas contre Radio Vatican ou contre Al Jazeera, que c'était contre Russia Today. Donc le suspect russe auquel on attribue le pouvoir miraculeux de changer les élections européennes. Et d'ailleurs, on commence, je crois que c'est Facebook qui a établi une war room, une chambre de guerre, pour contrer d'éventuelles manœuvres des méchants russes lors des élections de midterm aux États-Unis. Donc il y a le suspect Poutine, donc, ce qui voudrait dire que ce pays post-soviétique battrait les Occidentaux dans 2 domaines où ils étaient censés exceller: la séduction, le soft power, l'attractivité du modèle, et dans l'usage des technologies cyber. On va examiner la vraisemblance de cette thèse. Le deuxième suspect, c'est le peuple, ou les populistes, ou la populace, comme vous voulez. Et il y a, dans le discours sur la post-vérité, appelons les choses par leur nom, il y a un mépris de classe assez évident à l'égard d'une population suspecte de suivre ses fantasmes, de ne pas croire ce que disent les élites, les médias, etc., et de mal voter, comme pour Salvini ou Cinque Stelle, etc. Donc il y a un front social ou culturel que vous retrouvez dans un tas de livres. D'ailleurs, je suis en train d'en lire un dans le RER en venant. C'est Zero to Somewhere, c'est le Britannique qui fait une étude sur les raisons du Brexit, en expliquant que c'est un conflit culturel entre les somewhere, ceux qui sont enracinés quelque chose, et les everywhere, ceux qui se sentent ouverts. Donc, ça, deuxième suspect, le peuple, disons, les populistes. Et troisième suspect, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, avec ce paradoxe d'ailleurs qu'on nous dit maintenant, retournez voir le JT de 20h ou relisez le journal, c'est là qu'est la vérité.
C'est assez amusant pour les gens de ma génération, parce que quand j'étais jeune, c'était très chic de critiquer les médias comme porteurs de l'idéologie dominante. Si on citait Chomsky, on était un intellectuel progressiste. Maintenant, on est un terrible facho si on fait ça, donc il faut faire attention. Donc le troisième suspect, ce sont les réseaux sociaux, dont vous rappeliez avec raison qu'on les a célébrés comme absolument porteurs de liberté au moment du printemps arabe. Si vous mettiez Google quelque part, les tyrannies disparaissaient, le peuple s'exprime. Donc il y a trois suspects qui sont désignés dans un certain nombre de livres. Bon, je vous donne encore un exemple. Ça, c'est deux gros centres de réflexion français. Un du ministère des Affaires étrangères, le CAPS, l'autre de l'armée, l'IRSEM. Vous ne me demandez même pas ce que veulent dire ces sigles, qui ont produit, alors c'est un gros machin, j'étais à l'école militaire, hein, en fifoche, 3000 personnes, la ministre des armées qui est passée, voilà, plein de généraux et tout, et d'ambassadeurs, et autour de l'idée que la manipulation de l'information serait un défi pour nos démocraties, et leur thèse est à peu près celle des trois suspects, les Russes, le peuple et les réseaux sociaux détournés. Donc on va mobiliser toutes sortes de gens, et ça va donner lieu à des lois, à la création de services ad hoc. Les Britanniques vont se doter d'un très sérieux service, l'Union européenne, etc. Donc, le péril, la vérité serait en danger, et partant, notre mode de vie, notre démocratie occidentale, etc. Alors, qu'en est-il de cette thèse? Alors, je ne peux pas résister aux mots compliqués. Je vais vous poser une question épistémologique. Je ne sais plus dans quelle heure je le mets après. Une question épistémologique, c'est bon, une question de connaissance. Comment sait-on ce qui est vrai, ce qui est faux, ou comment sait-on ce qui est faux? Savoir la vérité, ça, je ne sais pas, mais reconnaître un faux, on peut peut-être. Après, on se posera une question stratégique. Est-ce qu'il y a des intentions derrière, des gens et est-ce qu'ils réussissent? On se posera une question rhétorique, comment on peut convaincre les gens d'un certain nombre de choses fausses, et quelles sont nos faiblesses mentales ou culturelles qui fait que nous sommes réceptifs à toutes les carabistouilles, et une question médiologique, quel est le rapport entre, c'est parfaitement en dictionnaire carabistouille, quels sont les phénomènes qui font que nous sommes réceptifs, les phénomènes techniques, qu'est-ce qui va plus avec les réseaux sociaux, et qui fait que des faits faux ou douteux ou mal démontrés ont un tel succès sur ces petits écrans que nous portons tout le temps. Alors, premier problème, le problème numéro un, c'est un problème avec les mots. On voit la difficulté, j'en ai parlé un petit peu avant, de traduire fake news, intox, etc. Et on le voit aussi dans ces déclarations grandiloquentes sur une fin de la vérité. On a une inflation de termes qu'on confond. Exemple. Déjà en français, on n'est pas les pires pour ça. On a tendance à mettre sur le même niveau des fausses nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'une fausse nouvelle? C'est le récit ou la représentation de quelque chose dont on sait qu'il n'a pas eu lieu. D'ailleurs, déjà, ça peut toucher que le passé, par définition, et des événements. Alors, comment est-ce qu'on peut faire une fausse nouvelle? Par un document délibérément truqué. Une photo, mal datée, mal légendée, retouchée en Photoshop, ou une déclaration, monsieur machin a déclaré, je ne sais pas quoi, bon, qu'il n'a pas déclaré, effectivement. Quand on rentre après dans la mesure, les chiffres, les statistiques du chômage, ça devient un peu plus difficile. Mais au moins, on peut présumer que la fausse nouvelle, ça se rapporte à des faits qui n'ont pas eu lieu, et dont celui qui les rapporte sait très bien qu'ils n'ont pas eu lieu. Ne confondons pas ça avec le complotisme. Le complotisme, c'est une théorie par définition. Moi, je vous fais des théories complotistes avec uniquement des faits vrais. Le tout, c'est la façon de les relier. C'est la façon de les relier. Moi, bon,
un des plus grands moments complotistes, ça a été le 11 septembre. Ce ne sont pas des avions qui se sont écrasés, ou c'est pas bon. Alors moi, par exemple, je vous donne un exemple. Pourquoi je crois que ce sont des avions qui se sont écrasés sur les Twin Towers et sur le Pentagone? D'abord parce que des milliers de gens l'ont vu de leurs yeux et l'ont rapporté. Mais je prends l'exemple de ce qui a lancé toute la contestation. On a contesté le fait qu'un avion se soit écrasé sur le Pentagone. Moi, je crois qu'un avion s'est écrasé sur le Pentagone. A, parce que j'ai un ami qui travaille à la RAND, donc je sais que les fenêtres donnent sur le Pentagone et qui me l'a raconté. Et B, j'ai un autre ami qui devait prendre cet avion, un copain franco-canadien qui devait prendre cet avion. Il a annulé cet avion, donc son vol. Donc j'ai la preuve que cet avion existait et que si c'est pas lui qui s'est écrasé sur le Pentagone, qu'est-ce qu'ils ont fait du gros avion et des gens qui avaient dedans, hein? C'est quand même une question à se... Ils l'ont mis sous la mer, ils l'ont mis dans une grotte, enfin voilà. Donc, voilà. Ça, c'est un... Mais la théorie complotiste, elle s'est développée autour de ça, sur le fait de regarder les circonstances. Est-ce que c'est pas par hasard que... voilà. En créant... Les théories complotistes, ça commence très bien. Ça commence toujours très bien. C'est-à-dire par le doute. Ah, il y a une déclaration officielle, mais est-ce que c'est pas son intérêt, etc. Là où ça devient délirant, c'est qu'après avoir été très rigoureux, très sceptique dans les informations officielles, vérifier les photos, etc., est-ce que c'est possible physiquement qu'un bâtiment tombe à cette vitesse-là, etc. Dans un deuxième temps, on admet, on n'a plus aucun esprit critique, on admet une explication délirante par les extraterrestres, la CIA, ou ce que vous voulez. Mais c'est une interprétation. Et en plus, on a tendance à confondre ça, je dirais, avec l'incitation à la haine, les discours performatifs, les discours qui peuvent blesser une catégorie ou une autre. Et on a un petit peu tendance déjà en France à mélanger ça. Alors, le mot rumeur, par exemple, une rumeur n'est pas forcément fausse. Une rumeur, elle se caractérise par son mode de diffusion. Ça passe pas par les journaux ou par des sources officielles, mais c'est du bouche à oreille. Moi, je connais un gars qui connaît la cousine du gars qui habite là et qui a vu que le président arrivait tous les jours à telle heure. Donc, il y a eu des rumeurs, je sais pas, je vous en cite deux qui me passent à l'esprit. Mitterrand a une fille naturelle et il a un cancer, par exemple. Bon, c'était deux rumeurs qui couraient dans les dîners en ville à Paris, mais elles étaient parfaitement exactes, quoi. Bon, la rumeur, c'est un mode de diffusion. Déjà en français, c'est compliqué. Mais alors, si vous rentrez dans le vocabulaire anglo-saxon, ça devient abominable, quoi. Alors, pourquoi ça devient abominable? Pas parce qu'ils sont plus bêtes que nous, bien entendu, mais parce qu'il y a tout un tas d'organismes, dont les think tanks, les centres de recherche, qui ont intérêt à produire un nouveau concept chic. Donc là, dans Medium, la revue, on a fait j'ai dirigé un globish glossaire, un glossaire du globish, où on a pris 50 néologismes, anglicismes qui sont arrivés dans le stock intellectuel français, et qui tournent tous autour de ça. Je ne parle que de l'influence, parce que dans l'entreprise... personne ne peut en tenir le compte. Hein. C'est hybrid warfare, weaponization of information, sharp power. Enfin, bon, je ne peux pas vous les décrire, mais donc, on a un problème avec ces concepts et avec ces notions, et on saute tout le temps d'un degré à l'autre. L'autre, voilà, je vous en ai donné un certain nombre. Leaks, bullshit, hoax, astroturfing, conspiracy, troll, bots, clickbait, etc. Donc il y a tout un tas de néologismes qui débarquent dans le débat intérieur. Alors, il y en a certains qui ont du sens. Je ne suis pas en train de vous dire que tout ça est stupide. Hein. Par exemple, les clickbaits, ce sont les pièges à clics. On en a beaucoup parlé, il y en a qui sont apparus en Macédoine. Ce sont des sites qui sortent les nouvelles les plus invraisemblables possibles. Une femme à 3 têtes a épousé un homme à 5 jambes, ou je sais pas quoi, j'exagère à peine, et dont le but n'est pas de vous faire croire qu'il y a des femmes à 3 têtes, mais de vous faire cliquer pour dire mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie. Donc vous allez là-dessus, et votre passage sur le lien va être évidemment rentabilisé économiquement. Je vous rappelle quand même qu'on vit sur une économie, celle des GAFA,
qui est l'économie de la seconde d'attention. La marchandise, c'est vous, hein, comme on dit. Et donc, chaque seconde d'attention va être rentabilisée, même quelques centimes. Mais si on attire des milliers de googles sur un thème du genre le pape soutient Trump ou des extraterrestres sont débarqués, on le rentabilise. Donc ça, c'est un terme qui a un sens, mais on a quand même une panique intellectuelle face à ces facteurs. La guerre hybride est très à la mode. Ah si, il y en a quand même que je vous signale. Tout le monde a entendu parler de l'affaire de Cambridge Analytica. Voilà. Bon, je résume très vite. Grâce à une application par Facebook, une boîte qui fait de la communication, ce qu'on appelle la communication dirigée par les données, je vous expliquer dans 20 secondes, a recueilli clandestinement des données sur 85 millions de personnes. Ça vous fait peur, mais vu ce que fait Facebook tous les jours ou Amazon, c'est une rigolade, 85 millions de personnes. Et donc, à partir de ces données, et de données fournies par Facebook sur les pratiques de ces gens, on leur fait des propositions politiques, mais ça pourrait être aussi bien des propositions commerciales, parfaitement adaptées à leur personnalité, à leur sociologie, à leurs habitudes de consommation, à leur goût. Alors, pour vous donner un exemple très simple, bon, tout le monde doit aller acheter un bouquin de temps en temps sur... Non, bah non, vous allez à la bibliothèque. Vous savez très bien qu'il y a... Voilà. Amazon, c'est, au bout de très peu de temps, Amazon, c'est pour qui vous votez, si vous croyez en Dieu, si vous consommez des substances illicites, hein, ça je vous le garantis. Bon. Simplement par vos habitudes de consommation, puis vous faites mouliner par des big data et ça correspond à des profils. Donc là, dans ce cas, Cambridge Analytica a recueilli des données et les a vendues, en l'occurrence à des communicants pro-Trump, mais ils avaient fait la même chose sous Obama, donc c'est pas un truc droite-gauche. Et donc on rentre dans un nouveau négoce. Non seulement les GAFA vous achètent, ou plutôt font semblant de prendre gratuitement vos secondes d'attention, mais en plus, ils vivent de la connaissance de vous, à la limite de vos fantasmes, de vos idéologies, etc. Et la négocient. Donc on est vraiment dans un paysage où la technologie change les façons de persuader. Je ne résiste pas au sharp power, qui serait l'équivalent du soft power, la séduction américaine revue par les Russes, et je ne résiste pas non plus au bullshit. Alors, vous savez que ça veut dire merde de taureau, hein, littéralement, qui est un propos qui n'a aucun sens et qui surtout est énoncé sans aucun souci de la vérité, quoi. Vous dites ce qui vous passe par la tête, c'est l'argument du vendeur de voitures. J'espère qu'il n'y a pas de vendeur de voitures dans cette... Et on parle de l'arme comme devenue une arme. Bon, alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, cette espèce de panique intellectuelle face à ces nouveaux phénomènes? C'est qu'on n'est pas... Alors, la désinformation, au sens de répandre des nouvelles fausses pour affaiblir une organisation, un gouvernement, ça a toujours existé. C'est un terme qui apparaît en 1953 dans les dictionnaires soviétiques. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la désinformation, elle était verticale. Je veux dire, les armes de destruction massive pendant la guerre du Golfe, on sait quelle est l'agence qui a fourni ça et qui a fait les faux documents. C'était pas à la portée. Et le problème, c'est plutôt la démocratisation de la désinformation, la capacité qu'a chacun de participer à ce processus. Alors vous allez me dire, bon, ben voilà, mais comment je sais la vérité? Alors ça, je ne peux pas vous dire comment vous savez la vérité, mais on peut... rassurez-vous, si j'ose dire, il y a des tas de braves gens à travers le monde qui dépensent beaucoup d'énergie et d'intelligence pour vous apprendre à repérer le faux. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Hein. Il me semble que Platon faisait des choses comme ça face aux sophistes il y a 25 siècles. Mais la chose est connue depuis. Il y a... Alors, je ne sais pas si c'est très, très lisible, vous avez des tas de... Mais allez sur Internet, là aussi, c'est le beau côté d'Internet, allez sur Internet, vous trouverez des tas de grilles d'analyse pour la vérification de l'information, d'où vient-elle, est-ce que sa source a dit telle et telle chose, est-ce qu'elle est conciliable avec ce que je sais, avec d'autres informations, est-ce qu'elle sert les intérêts de X ou Y. Donc ça, de ce côté-là, si vous voulez...
nous avons une petite chance quand même de repérer les informations suspectes. Et par ailleurs, là aussi, reprenant des choses qui remontent à la rhétorique antique, il y a des tas de psychologues depuis, bon, allez, ça s'est énormément développé dans l'entre-deux-guerres par exemple, qui vous donnent des tas de conseils sur vos biais cognitifs, comment interpréter une statistique, comment ne pas surévaluer le danger par rapport aux opportunités, comment ne pas se fixer sur sa première impression, comment ne pas se faire impressionner par le groupe. Donc, si je veux dire, sur un plan théorique, si nous étions des êtres parfaits, que nous consacrions tous nos efforts à ça, nous avons des armes intellectuelles très, très importantes pour mesurer nos faiblesses cognitives. Et nous avons également, depuis toujours, des gens qui nous expliquent comment font les baratineurs. Hein, 25 siècles, etc. Bon, là, je vous un bouquin hyper drôle associé Schopenhauer à drôle, c'est paradoxal, mais je vous jure que vous hurlerez de rire en lisant ce bouquin, qui est L'art d'avoir toujours raison. C'est une version 19e de ce que les Grecs appelaient l'éristique, tous les trucs dans un débat pour déstabiliser l'adversaire, lui dire mais si on vous poussait vos idées jusqu'au bout, on irait à la guerre, vous êtes une crapule, donc et vous avez des mœurs sexuelles déplorables, donc ce que vous dites à propos des mathématiques ou de l'existence de Dieu est faux, enfin toutes les techniques qu'on connaît. Donc alors voilà, on est bien armé intellectuellement, on devrait réussir à le savoir. Le problème, c'est que les techniques de falsification sont très anciennes et elles ont même une très longue histoire qui est liée aux techniques de communication. Je vais avancer vite. Ça commence d'ailleurs dans la Bible par une fake news à propos d'une pomme et d'un serpent. Hein, quand même. Le cheval de Troie, c'est un stratagème qui est basé sur l'illusion, le stratagème là. Il y a sous Mazarin, il y avait les mazarinades, hein, c'est-à-dire des libelles faits pour déstabiliser par la diffamation des dirigeants. Il y a des tas d'histoires. On parlait des histoires qui ont duré très longtemps. Bon, je suis un peu passionné des routes de la soie. Il y a une fausse lettre du prêtre Jean qui disait qu'il y avait un royaume chrétien au bout du monde et qu'avec lui, on allait faire une alliance pour empêcher la poussée de l'islam. C'est un canular qui a duré, auquel on a cru 3 siècles, hein, pratiquement. Bon. Alors évidemment, tout ça a changé avec la technologie, ça a changé avec les masses médias, et on connaîtra pendant la guerre froide une période de lutte entre les grandes puissances par l'information, et une lutte complètement asymétrique. Pour caricaturer un peu, dans le camp soviétique, on avait des alliés idéologiques, les intellectuels, les idiots utiles, voilà, et des partis relais, mais à l'intérieur, on bouclait le système informationnel. Si je veux dire, à l'Ouest, c'était plutôt l'inverse. Donc, on va voir apparaître des techniques d'État, dont la désinformation soviétique, là, c'est le film d'Andrei Vajda sur le massacre de Katyn. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le massacre de Katyn, c'est-à-dire un massacre commis pendant l'époque où l'armée rouge et la Wehrmacht occupaient ensemble la Pologne, faussement attribué après la guerre à la Wehrmacht, qui, il est vrai, en avait fait d'autres, mais dont on sait par les aveux de Gorbatchev que ce massacre, c'est plusieurs milliers de Polonais, hein, la balle dans la nuque, a été accompli par l'armée rouge délibérément, ce qu'on appelle un massacre de classe. Donc, Vajda a perdu son père hein, dans les fosses de Katyn. Donc là, on est dans une situation où, qui va être développée par la fameuse désinformatia soviétique. C'est un truc de service secret qui consiste à balancer dans le circuit d'information de l'autre des informations fausses qui vont, disons par exemple, saboter la confiance dans le gouvernement. Le plus célèbre, c'est la fausse nouvelle sur le sida qui aurait été fabriqué dans les laboratoires de la CIA, etc. Bon.
Mais en sens inverse, les Américains se posent la question dès les années 50, hein, et se disent, bon, ben, mais qu'est-ce qui se passe? On a gagné la Seconde Guerre mondiale, on fait le plan Marshall, on est le plan du bien et de la démocratie, et pourtant les gens de vote communiste, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On va déstabiliser les soviétiques en créant des médias comme Voice of America, Radio Free Europe, qui émettront des destinations de l'Est, et on va encourager des courants, disons, culturels, qui vont déstabiliser le système soviétique rigide, etc. Donc, paradoxalement, il y a des cas où la CIA a payé des concerts de rock ou de l'art moderne, son exportation, pour déstabiliser culturellement l'Est. Ça s'appelle public diplomacy, la diplomatie publique. Donc, les bonnes ou les mauvaises idées, quoi, elles existent dès les années 50. Évidemment, tout ça va changer après la chute de l'URSS, et on va avoir après d'autres dispositifs de désinformation ou de construction d'une pseudo-réalité. Là, c'est une photo, j'ai pris sur la première page d'un bouquin de Régis Debray, c'est sous Clinton en 1993, le débarquement des Marines à Mogadiscio pour aider la population, pour donner des sacs de riz aux petits-enfants qui avaient faim, et pour empêcher les vilains bandits, on les appelait les ninjas, de dérober le riz ou l'aide internationale. Donc on fait un débarquement, on fait une guerre pour le bien, une guerre pour nourrir les gens, et on la met en scène avec des Marines ou des SEALs ou les super Rambo, qui débarquent sur les plages de Somalie, où ils ne courent aucun danger, mais sont attendus par les photographes. Donc là, c'est une mise en scène de la réalité. On fait une guerre pour la télé, en quelque sorte. Alors, le phénomène des fake news, il va prendre il y a pire que ça. Il va prendre une grande ampleur, effectivement, dans les temps récents. Alors, d'une part, par la production. Là, on est plutôt dans le cas que je vous racontais tout à l'heure, où on sort le truc le plus délirant, ici pour provoquer un achat ou pour provoquer un clic. Le seul truc, c'est que ça soit choquant, excitant, etc. Mais ce n'est pas forcément fait par des gens qui détestent Hillary Clinton ou qui détestent les Martiens. Et donc, on rentre dans une période paradoxale où nous pensions que Internet est merveilleux parce que toute la connaissance du monde serait accessible, tout le monde pourrait s'exprimer, mais plus il y a d'informations, plus proportionnellement, la partie immergée de l'iceberg, de la désinformation, est en train de croître. Et donc, nous avons là un lien avec la technologie qui va provoquer ces fantasmes à propos de Poutine, où là c'était une parodie sur l'affaire Benalla. On n'a pas trop de temps, mais si vous voulez, dans les questions, je peux vous raconter en détail tous les fantasmes qu'a suscité l'affaire Benalla sur un complot russe sur les réseaux sociaux, etc. Bon, voilà, on est dans une logique de l'explication par un complot. Alors, est-ce que ça marche tout ça? Bien sûr, attendez, pardon, qu'on me comprenne bien. Moi, je suis un académique universitaire classique, je crois à la vérité. Quand un de mes étudiants m'écrit que Marignan a lu en 1515, je lui demande de me faire une note en bas de page pour le prouver. D'accord. Donc, je ne vais pas nier qu'il existe des services soviétiques, ou qu'il existe ce qu'on appelle des usines de trolls à Saint-Pétersbourg pour envoyer par milliers des messages. Je ne vais pas nier qu'il existe des crétins dans l'électorat, disons, populiste. Je ne vais pas nier non plus qu'on puisse raconter n'importe quelle carabistouille sur Internet. Et d'ailleurs, le premier site Internet que j'ai créé en 2004 avec une bande de copains, c'était un site de fact-checking, de vérification dans la première guerre du Golfe. Donc, ces faits existent, hein. Je ne suis pas en train de vous dire le contraire. Et donc l'intention de tromper, que ça soit pour gagner des sous dans les clickbait ou dans des buts électoraux, c'est évident, ou pour toutes sortes de raisons commerciales ou autres, ou de guerre économique. Par exemple, on parle beaucoup du politique, mais
j'en ai vu, j'en ai rencontré, j'en ai visité, il y a des agences, des officines, disons, de déstabilisation de la réputation des entreprises, du genre leurs produits cancérigènes, leurs voitures tombent en panne, etc. Donc cette intention existe. Est-ce qu'elle est efficace, hein? On est dans une vieille logique. Paradoxalement, la réponse est pas tellement. Ou plutôt, c'est plutôt une confirmation qu'une cause. Hein. Je veux dire par là, alors, comme j'affirme des choses, je m'attends à être éventuellement fact-checké et à devoir fournir mes sources. Alors, après les élections de Trump, que beaucoup de gens ont attribué au pouvoir, disons, perturbateur de toutes les fausses nouvelles, il y en a eu des délirantes. Disant que, alors certaines étaient des exagérations du genre Hillary Clinton a livré des armes à Daesh, ou il y a un trafic pédophile dans une chaîne de pizza qui soutient le Parti démocrate. Bon, même un enfant de 8 ans ne pourrait pas croire ça, mais bon, voilà. Donc, ces nouvelles ont existé. Et quand vous prenez des chiffres, vous arrivez à des trucs du genre 108 millions d'Américains ont été exposés à des nouvelles, alors vraiment fausses et délirantes. Hein. Est-ce que pour autant ça explique leur vote ? Là, j'ai vraiment toute une batterie d'études, Stanford University, Columbia School of Journalism, Yale MIT, etc., qui disent, bien sûr, ces fausses nouvelles existent, bien sûr, c'est pas bien, c'est nocif, mais leur pouvoir de conviction sur ceux qui n'étaient pas préalablement convaincus est très mineur. Elles circulent beaucoup plus, mais faire attention à ces nouvelles, les retenir, les mémoriser, les croire et décider d'agir en fonction sont des étapes totalement différentes. C'était déjà vrai au moment des masses médias, c'est pas parce que vous voyez un film que... Bon, ça. Et donc, on a tout un tas d'études qui... Ce que j'appelle la loi du 1%. Je ne trouve aucune étude qui attribue plus de 1% de changement de vote à ces facteurs, par ailleurs totalement indéniables. En revanche, les fausses nouvelles délirantes sont quelque chose qu'on se partage beaucoup entre préconvaincus ou idéologiquement réceptifs et qui circulent énormément. Donc, l'idée que les élections aient pu être faussées par de fausses nouvelles est très peu vraisemblable. On a des tas d'éléments en sciences humaines qui disent le contraire. Donc il y a cette efficacité est toute relative. Elle fait probablement que traduire des tensions culturelles énormes plutôt qu'elle ne les provoque. Donc c'est toujours le problème cause ou symptômes, mais en revanche, on leur attribue une importance absolument énorme. Alors, cette importance énorme, elle s'est traduite par... par des réactions. Alors, l'État réagit. Il y a eu tout un tas de lois. Il y a une loi qui va revenir devant le Parlement en France sur les fake news, mais il y a d'autres pays, enfin Indonésie c'est 6 ans de prison pour fausses nouvelles, hein, donc, quand même. Donc ils vont essayer, qui posent tous les problèmes que vous imaginez, à l'État d'établir le ministère de la vérité et de nous dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Est-ce que ça ne va pas être contre-productif? Parce que si vous adressez à des gens qui pensent qu'on est sous oppression idéologique, qu'on est contrôlé, etc., si vous faites une loi et si on retire des contenus, vous allez probablement renforcer ou les thèses complotistes, ou l'idée en tout cas qu'on est sous un contrôle de l'information. Il y a les stratégies de réfutation. C'est mieux. C'est mieux, c'est-à-dire vous prenez l'information et vous démontrez qu'elle est fausse. Je n'ai pas à critiquer contre, j'ai moi-même travaillé dans la fac du fact-checking en 2004. Si on s'en tient à l'établissement des faits, d'ailleurs, cette photo, il y a des logiciels pour ça, il y a des médias qui font très bien le boulot. Cette photo, elle n'a pas été prise en Irak le mois dernier, elle a été prise en Syrie il y a 2 ans, ou l'inverse. Et vous pouvez le prouver avec Google Images, il y a des logiciels pour ça qui marchent bien.
Là, aucun problème, bravo, continuez. Si on commence à qualifier les sources, comme on fait le décodeur du monde, source fiable, source non fiable, on rentre dans quelque chose de plus glissant. C'est quand même le média qui juge quels sont les bons médias, et ça pose un petit problème déontologique. Est-ce que ça marche? On retourne un peu à la case départ. Oui, le décodec, ça convainc énormément les lecteurs du monde. Hein, voilà, c'est clair. Enfin, bon. Par ailleurs, vous avez 150 ONG ou associations qui font du fact-checking, en dehors des médias. Alors les médias classiques, à la limite, ils défendent leur fromage. Je veux dire, ils sont concurrencés par les réseaux sociaux, ils ont intérêt à se présenter comme les médias de la réflexion, de la distance. Mais vous avez tas d'associations de fact-checking, certaines d'ailleurs plus ou moins subventionnées par les GAFA, plus ou moins par les médias, qui font un bon boulot, hein, pour la plupart. Là n'est pas le problème. Le seul problème étant que d'ailleurs, ça pose un paradoxe, c'est que la durée de vie d'une fake news est très 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 faible. C'est très facile, vous pouvez bidouiller sur Photoshop une photo, vous montrerez, je sais pas moi, Macron avec le chef de la mafia. Mais dans les 3 minutes, vous serez ridiculisé sur Twitter, et il y aura des tas de gens qui sont très très contents d'avoir démontré que vous avez bidouillé votre photo sur un logiciel. Donc de ce fait, la durée de vie des fausses nouvelles est très très faible, et le démenti, le poids du démenti et tous les plateaux de télé où on rigole sur les naïfs qui croient aux fake news sont énormes. Ce qui renforce encore le paradoxe de tout à l'heure, parce que si les fake news ne sont pas très efficaces, vite repérées et combattues par des tas de gens, qu'est-ce qui fait qu'on y croit, sinon un refus des... Et puis, alors là, il faudrait vraiment des heures pour le développer. Contrairement à ce qu'on croit, les vrais maîtres du monde, ça fait complotiste de dire ça. C'est-à-dire les GAFA, censurent énormément. Énormément. Facebook, Twitter a retiré des millions de comptes. L'autre jour, il y a eu un docu sur Arte sur les censeurs. Alors, les censeurs, entendons-nous, ça peut être pour censurer la pornographie enfantine, des images d'une violence insoutenable. Et après, on va très vite sur les fausses nouvelles, les propos appelant à ou pouvant choquer telle ou telle catégorie. Et ce truc, non. Facebook a créé une chambre de guerre, War Room, pour les prochaines élections de mid-term américains. Je lisais hier que attendez, oui, c'est Twitter qui a encore changé ses règles pour pouvoir, qui a supprimé des millions de comptes, pour pouvoir retirer des comptes collectivement, c'est-à-dire, comment dirais-je, non seulement ceux dont il est prouvé que soit le possesseur n'existe pas, soit qui diffuse délibérément des fausses nouvelles, mais les relais, quoi, le porteur sain et les contaminateurs, et donc qui envisagent des retraits de masse et des retraits pour le motif qu'on a reflété des fausses nouvelles. Donc, alors là encore, bien entendu, je suis très content que Facebook ou Google n'aident pas à trouver des images pédophiles ou des scènes de massacre. Et dans certains domaines, c'est efficace. J'ai travaillé sur la propagande djihadiste francophone et anglophone il y a 2 ans. On cliquait sur Google et on trouvait des égorgements, des revues de djihadistes. Là encore, pour ceux qui voudraient me fact-checker, je dois avoir une 60aine de revues djihadistes téléchargées dans cette tablette. Les photos que vous imaginez, les propos que vous imaginez. Je serais incapable de faire ça aujourd'hui. Pourquoi? Pas parce qu'on a pris des lois, mais parce que les vrais, pas maîtres du monde, mais les vrais boss, quoi, c'est-à-dire les GAFA et Google en particulier, ont changé leurs algorithmes. Le pouvoir, il est dans les algorithmes. Le pouvoir, il est dans les algorithmes qui vous donnent la fake news ou la vérité ou le mensonge. Donc voilà, on est dans une situation, et donc ils ont des stratégies d'opposition ou d'enfouissement. Ça, on en parlera tout à l'heure, sinon ça prendrait trop longtemps, l'affaire de EU Disinfolab, c'est-à-dire la façon dont on a vu que la lutte pour la vérité peut amener à faire un fichage des gens, avec publication de
de leur appartenance politique présumée qui, comme c'est dans le cas de Twitter où on donne des informations sur soi-même, amène à publier des informations sur leur sexualité, leur religion, etc. Bon, ça a été sanctionné par la CNIL, je veux dire, c'est pas légal en France. Voilà, donc là on est dans une situation où on voit bien que cette lutte pour l'établissement de la vérité ou du crédible, ou pour l'établissement de l'autorité qui vous dira ce qui est crédible, est devenue fondamentale. Alors évidemment, je suis médiologue, donc je crois au pouvoir des vecteurs, et elle est liée à la nature même de ces réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont changé, c'est une guerre de l'attention, ils ont changé la façon dont votre cerveau va aller vers des informations. On n'est plus dans une situation où vous recevez les infos par le JT de 20 heures, dont on peut se demander si les présentateurs sont nommés par le gouvernement, ou s'ils sont tous des gauchos, ou des fachos, ou peu importe. C'est plus ça le problème. C'est plus de savoir qui possède tel journal, comme dans Citizen Kane ou Orson Welles offre un journal pour se faire élire. Le problème, c'est où va votre attention. Et votre attention, elle peut aller que selon deux critères, ou bien quelqu'un vous l'a dit, ou bien un algorithme vous l'a dit. Donc là, le vrai pouvoir, il est passé dans l'algorithme, celui qui va vous dire sur Facebook tu devrais être copain avec machin ou aller voir telle ou telle information, et il est dans la bande de copains, c'est-à-dire dans les gens qui vont vous recommander une information, ou sur Twitter, vous passez une photo dont vous allez vous demander si c'est une parodie, un gag, ou si elle est sérieuse, ou si elle est truc. Donc, ou des algorithmes, ou des gens vous attirent vers l'attention et vous en font diffuseur à votre tour. Donc ça, c'est un changement total par rapport à la vieille logique, des mass médias. Et évidemment, tout ça va de fait avec une autre question qu'on ne connaissait pas à l'époque des vieux mass médias. C'est plus envoyer des messages sur des foules dispersées qu'on unifiait. Vous voyez tous le même film, la même présentatrice, le même discours politique. Nous allons nous choisir notre information, mais nous allons nous choisir nos copains dont je parlais tout à l'heure. Donc les gens qui partagent nos options et qui vont tout naturellement tendre à nous renforcer dans nos convictions. Autrefois, si vous pensiez que les extraterrestres étaient parmi nous, vous aviez du mal à vous faire des copains. Je veux dire, il fallait aller dans les librairies ésotériques de la rue Saint-Jacques, c'est à côté de chez moi. Mais maintenant, si vous pensez qu'il y a que les Twin Towers ne se sont pas écroulés, ou qu'il y a des extraterrestres qui ont remplacé les gouvernants par des gens qui font un signe secret, vous n'avez aucun mal à trouver des milliers de cerveaux qui carburent tous dans le même sens pour vous prouver que c'est vrai. Alors, donc c'est ce qu'on appelle la bulle de confirmation. Hein. Alors, désirons-nous de l'information en principe, nous devrions être des bons citoyens. Donc j'essaie de m'informer au maximum sur la réalité du monde pour faire mon choix en fonction du bien commun. C'est à peu près ce qu'un vieux schnock républicain comme moi croit. Mais évidemment, ça suppose qu'on échange, mais on peut aussi chercher de l'information pour se renforcer dans ses convictions, pour être bien au chaud dans sa bulle. Et comme disait Pierre Dac, quand on voit ce qu'on voit et qu'on sait ce qu'on sait, on a bien raison de croire ce qu'on croit. Je ne sais plus quoi, c'est la phrase exacte. On se dit qu'on a bien raison de penser ce qu'on pense. Voilà. Voilà. C'est un peu la confirmation de cette philosophie. Bon, alors... Vous allez me dire, là, il nous met un peu dans l'embarras, quoi, parce que faire bon. Alors, on va dire comme ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut déceler le faux. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes pour le faire. La bonne nouvelle, c'est qu'en plus, c'est gratifiant. Si on répand des rumeurs, des fausses nouvelles pour renforcer son ego, c'est encore plus gratifiant pour l'ego d'être capable de ne pas se faire avoir, hein, de démonter un montage, etc. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. La
mauvaise nouvelle, c'est que ça prend, mais c'est tout simplement une question de temps, ça prend un temps monstrueux. Ça prend un temps. Alors attendez, puis alors soyons honnêtes, la plupart de nos choix démocratiques, nous ne les faisons pas après avoir réfléchi et comparé objectivement. Je sais pas moi. L'histoire des glyphosates, j'ai pas les compétences, j'ai pas le temps de vérifier directement le texte. Donc je vais choisir en fonction de l'option du journal ou du débatteur qui me conviendra sur des milliers de questions. Alors, il y a un moment où il faut admettre le consensus scientifique. Bon, je ne peux pas vous prouver la vérité de la théorie de l'évolution, mais comme tous les scientifiques pensent qu'elle est vraie, je pense qu'elle est vraie. Le réchauffement climatique, il y a un moment où le nombre de milliers de gens compétents qui vous le disent, là, il faut le croire. Il y a une question de confiance qui va falloir s'établir à un moment. Mais bon, la vérification de tous ces faits, elle prendrait un temps immense. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer d'être plus rationnel. On peut essayer quand même. C'est un peu facile comme conclusion, et c'est le rôle de l'école et de la République, quoi, mais c'est quand même un peu vrai, quoi. C'est quand même un peu vrai. Donc il me semble que il y a 2500 ans, on expliquait aux jeunes Athéniens comment ne pas être dupes des sophistes. Ça serait pas mal que l'époque de l'école de la République fasse ce genre de choses. Alors soyons tout à fait honnêtes, il y a des tas de braves gens, plein de bonne volonté, qui le font. Bon, je trouve que le Clémy, enfin tout le monde sait ce que c'est, le Clémy, fait du bon boulot. Il y a à l'université de Sophia Antipolis, il y a des gens qui s'appellent les zéitétistes, qui vous apprennent les trucs pour, vous savez, démonter les trucs des mentalistes, des fakirs, des hypnotiseurs, etc. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que plus il y a d'informations, plus il y a de pouvoir, plus ça demande d'efforts. Et je crois que quand même, alors après, on peut partir sur des heures de discussion. Je crois quand même que c'est beaucoup plus un symptôme qu'une cause. Je ne crois pas aux services secrets qui faussent des élections avec des virus informatiques. Ça, si je veux dire, ça serait trop beau. Il suffirait d'arrêter les méchants, quoi. Mais on est vraiment sur cette crise des fake news. Elle témoigne d'un tas de facteurs. Premier, c'est que on croyait avoir gagné, quoi. 90, on a gagné sur les soviétiques, tout le monde va vouloir devenir libéral. Il me semble qu'il y a un certain nombre de pays, il y a même une majorité de pays et de gens sur cette terre qui ne sont pas de cet avis. Ça, c'est une crise. C'est une deuxième crise, c'est celle de nos moyens d'information dont nous pensions qu'ils allaient être tellement merveilleux et diffuser l'intelligence et l'autonomie. Non, c'est le contraire. Le troisième question, pardon alors d'être vraiment pied plat, elle est bêtement sociologique, quoi. Je ne sais plus qui disait 80% des élites croient des trucs que 80% de ceux d'en bas ou de la France périphérique ne croient pas. Voilà, donc j'ai essayé de vous présenter un peu cette problématique qui est à peu près inépuisable, puisqu'il y a une nouvelle fake news ou accusation de fake news tous les jours. Et si vous voulez, maintenant, on peut essayer de répondre à quelques questions. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. On peut applaudir, je crois. Vous avez parlé du glyphosate et j'ai oublié une autre question qui est pour moi très fondamentale avant de vous passer la parole. C'est ces faux rapports scientifiques, soi-disant scientifiques, que aujourd'hui Monsanto peut commander, Bayer peut commander, et ce sont des scientifiques corrompus. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Alors, on peut essayer de les repérer. C'est parfaitement exact et c'est pas tout à fait nouveau. Dès les années 90, il y a eu des cas comme ça de déstabilisation économique. Alors là, ça n'a rien à voir avec l'idéologie. C'est pour... dans l'aéronautique, par exemple, il y a eu des tas de faux rapports commandés pour dire que les avions de telle ou telle compagnie, leurs ailes se détachaient à telle altitude et à telle température. C'est des faux rapports scientifiques commandés pour ça. De même qu'il y a
De même que pendant des années, l'industrie du tabac a créé ce qu'on appelle l'industrie du doute, c'est-à-dire des tas de rapports scientifiques qui vous disaient que le rapport entre le tabac et le cancer du poumon était pas vraiment prouvé, etc. Donc on peut produire de fausses informations, on peut produire du doute. Alors ça, quand il s'agit d'infos scientifiques, c'est le boulot de la communauté scientifique. Je veux dire, on est censé travailler dans la République des pairs. Moi, j'évalue des étudiants, j'évalue des gens en doctorat. Si quelqu'un est un charlot dans notre discipline, on doit le repérer, dire pourquoi, et l'ostraciser. Bon. Il y a eu même un film américain, Inside Job, où les scientifiques ont dénoncé ce trafic de fausses informations scientifiques. On peut faire de la fausse information scientifique. Alors, plus l'incroyance dans l'argument scientifique. Le nombre de millions de gens. Alors, attention, on a toujours tendance à penser les crétins qui ne croient pas à Darwin et qui pensent que la Terre est plate. Bien sûr, ce sont des crétins. Faites un petit tour autour de vous. Posez des questions sur. Je présume qu'on est parmi des gens ayant des diplômes, etc. Faites un petit tour autour de vous, les gens sur les vaccins, l'homéopathie, etc. Il y a des tas de croyances irrationnelles ou non prouvées ou non approuvées par la communauté scientifique qui prennent très bien. Là, c'est vraiment un type de désinformation. Alors, ça devrait être le plus facile à repérer parce qu'il y a des lois de la science. Si je dis que A, je dois prouver que A, jusqu'à que quelqu'un de plus fort réfute ma théorie que c'est A. Là, ça devrait être un boulot de la communauté scientifique. Le problème, c'est que c'est moins sexy, le danger imaginaire est moins sexy que l'idée qu'on ne sait pas. Bon, genre, il y en a un truc sur lequel vous allez en avoir qui vont dégringoler, c'est les fameux bébés sans bras, Vous avez un truc, c'est vrai, ils existent, ces bébés sans bras. Alors, avec quelle variable on va le mettre et selon quelle méthode on va le mettre en corrélation? Monsieur? Alors moi, j'ai une question par rapport à ce que vous disiez sur la Terre plate qui est à la mode. J'ai mon fils qui rentre de l'école, on discute des théories du complot, puis il me dit mais papa, la Terre est plate, je le sais, on me l'a dit à l'école. Je lui dis non, la Terre n'est pas plate. Qu'est-ce que tu peux me dire pour me prouver qu'elle n'est pas plate? J'étais bien embêté parce que je le sais, les scientifiques... Alors ça c'est un vrai problème parce que c'est le retournement de la preuve. Monsieur, prouvez-moi que vous n'avez jamais trafiqué d'héroïne. Vous ne pouvez rien faire. Si je vais devant le tribunal en disant il a trafiqué de l'héroïne, vous me faites un procès en diffamation et je dois apporter la preuve que vous avez trafiqué de l'héroïne. Mais c'est un truc qu'on connaît depuis les Grecs, on ne peut pas prouver un fait négatif. Qu'est-ce que je lui ai dit pour lui dire oui, la Terre elle est ronde? Alors, vous regardez un voilier qui s'éloigne et vous allez voir. Oui, il y a des arguments de ce genre. Ils ont plein d'arguments, les platistes, pour dire non, c'est des faux. Oui, non, mais ils ont plein d'arguments. Alors, il y a des photos qui ont été prises par Apollo, ça sans raison, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où vous devez admettre une autorité, Après tout, moi je crois que la Terre, elle est ronde, enfin ronde, un peu aplatie au bout, Je le crois, pourquoi? Parce que quand j'étais gosse, j'ai vu les hommes sur la Lune et les photos qu'ils ont prises, parce que j'ai lu ça dans tous les manuels que j'ai lus, que je ne peux pas vous expliquer les raisons. Si, j'ai fait avec ma femme un livre sur les représentations du monde de la cosmogonie antique. Donc, il y a un moment où il faut rentrer dans la croyance. Parce que de leur côté, ils ont plein d'arguments. Vous parliez du 11 septembre tout à l'heure. Ah, ça, c'est hallucinant. Je suis allé sur Urban 9/11. Mais c'est hallucinant. Il y a des chimistes, il y a des bio, je ne sais plus, sur les tours qui se sont... Ils ont un millefeuille argumentatif. Quand vous arrivez à en réfuter un argument, mais ils en ont 9 derrière. Alors, ça, c'est un vrai problème. Et j'en reviens toujours à mon obsession du temps. Pourquoi? Parce que vous avez des milliers de gens qui dépensent une énergie monstrueuse à prouver que un fait qui a été constaté, n'existait pas. Donc ils trouvent des contradictions, des trucs louches. Certaines sont absurdes. C'est du genre je ne sais pas si on doit dire les gravats, enfin les morceaux des Twin Towers sont tombés à une vitesse qui est physiquement impossible. Donc, ce n'est pas des avions qui ont fait ça.
moi je veux bien, mais si c'est physiquement impossible, comment ils sont tombés, quoi? Je veux dire, à cette vitesse-là, même si c'est un missile ou une bombe à l'intérieur, quoi. Donc, il y a des contradictions logiques. Vous les avez sur ce problème-là, ils vont dire oui, Oui, mais un autre. Voilà, c'est ça le problème, c'est l'argumentation sans fin. D'autant plus qu'ils sont, eux, comment dirais-je, ils jouent en attaque et vous jouez en défense. Bien sûr. Donc, je ne sais pas quelles sont vos compétences, mais vous ne pouvez pas connaître les lois de la physique, les lois de l'aéronautique, les lois de la combustion, voilà. Alors, bon, à la limite, un des meilleurs arguments, c'est que ça prouve trop. Je veux dire par là que je vous propose mon raisonnement pour ce qu'il vaut. Hein. Si ça avait été un complot de la CIA, je prends le 11 septembre, sur lequel je suis un peu plus compétente que sur la platitude de la Terre. Si ça avait été un coup de la CIA, je ne sais pas moi, des sionistes, des extraterrestres, etc., comment aurait-il fait tant de fautes que des gens astucieux repèrent, du genre ça peut pas tomber comme ça, c'est bizarre, la fumée sort par là, un avion ça s'écrase pas comme ça, il est évident, il n'y a qu'à faire la méthode expérimentale, il n'y a qu'à précipiter des avions sur des tours. Non, voilà, donc c'est vrai qu'il y a ce problème du trop prouvé, du tout, et d'une certaine manière il y a trop de cohérence, et s'il y avait un complot, pourquoi aurait-il fait des choses aussi invraisemblables? Et comment ce complot qui suppose des milliers de gens, dont mon copain qui a vu arriver un avion au Pentagone, dont mon autre copain qui devait prendre le truc, dont peut-être moi qui suis peut-être un agent de je ne sais pas quoi, voilà, ça supposerait des milliers de complices. Et on finirait toujours par savoir la vérité. Moi, je suis d'accord. Mais, oui, je suis sûr. Mais le complotiste en face, il va rigoler de vos. Oui. Ça. Ah non, il a une énergie. Ils font partie du complot, les gens. Pourquoi oui, bien sûr. Si tout le monde fait partie du complot, si vous pouvez tous. Si je dis que nous sommes à Marseille et pas à Antony, si vous me dites tous non, on est à Antony, vous êtes arrivés par le RER, je peux réfuter votre témoignage, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un degré d'incroyance où c'est pas possible. Bon. Le problème avec les théories dites du complot, c'est qu'elles sont super excitantes, quoi. C'est-à-dire, on a un coupable, hein, bon, et je suis plus malin que les autres, puisque je n'ai pas été trompé par le coupable, et ça me laisse un petit peu fantasmer que si on renversait le coupable, on serait dans un monde bon, quoi. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Alors, c'est pas les trucs d'argumentaire, les films en ligne sur Internet, des montrants. Si, quand même, quand on fait vraiment un bon boulot à la base, je vous donne un exemple concret. Les Kouachi Koulibaly, Charlie Hebdo, etc. Bon. Donc, on a des tas de documents qui sont publiés, et dans toutes les cours de récréation, on commence à dire « haha ». Regarde la voiture des frères Kouachi qui a été filmée, les rétroviseurs ont changé de couleur, ils ont pris une tir invraisemblable, et regarde, ça a été filmé par des journalistes qui avaient des gilets pare-balles. Tu ne vas pas me raconter qu'un journaliste a des gilets pare-balles. Alors j'ai vu des films qui démontaient ça, mais il faut de la patience, il faut une énergie invraisemblable. Pour ça, ils disaient, regardez, nous avons filmé une voiture de telle marque avec tel rétroviseur. Si le soleil arrive là, ça paraît vert. Si le soleil arrive là, ça paraît bleu. Quant aux journalistes qui avaient des gilets pare-balles, ils ont les interviewés. Les gars disent, nous sommes une agence de presse à côté de Charlie Hebdo. Nous allons sur des terrains de guerre et l'assurance nous impose de posséder des gilets pare-balles. J'ouvre mon placard et je vous montre mon gilet pare-balles. C'est épuisant, quoi. C'est épuisant. Je pense qu'il y a une façon, parce que moi je travaille dans les écoles, du coup, et je suis logicien par ailleurs, et je dois souvent affronter des thèses négationnistes et complotistes. Et la meilleure façon que j'ai trouvé d'attaquer, c'est parce que je les prends au sérieux, et votre remarque, elle était très bien. Cette question de la Terre est plate, je pense pas qu'il faille dire, en tout cas je le fais pas, je peux pas dire à des enfants, crois-moi, elle est ronde, ça a été prouvé, et cet argument de l'autorité, je pense qu'il vient affaiblir le discours, justement. Et je suis plutôt pour demander à la personne que j'ai en face de ne faire confiance qu'en elle et de ne plus croire personne dans ce cas. Et ce qui est vraiment, en tout cas, ce qui marche le mieux pour ma part dans
dans les entretiens que j'ai où je dois démonter une théorie du complot ou une thèse négationniste, c'est faire une hiérarchie des croyances de la personne et lui demander ce en quoi elle croit. Et c'est vrai que du coup, elle va vous dire que cet exemple, malheureusement, c'est vrai que vous avez raison, dans les cours d'école, je l'ai beaucoup. Cette fameuse interprétation de la carte d'identité qui a été laissée et compagnie. Du coup, je demande, enfin, en tout cas, c'est ce que je fais. Je demande, d'accord, en quoi crois-tu? Ok. Et en fait, ils vont se référer à un médium, qui est le médium télévisuel, pour éliminer une autre interprétation télévisuelle. Et j'ai pas trop. Et c'est la question, parce que j'ai une question derrière. Je suis pour un retour aux sources de la croyance, à savoir de la perception. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je suis pour demander à l'enfant et à l'adolescent ce en quoi il croit. Et il va souvent donner des thèses du type je crois en le fait que ma mère est ma mère, ou que mon père est mon père. Et oui, tu en as moins de preuves que de... Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut demander à la personne qu'on a en face de rendre des comptes sur ce qu'elle croit et hiérarchiser ce qu'elle croit. On en vient à la perception, ce à propos de quoi elle dira que même la perception peut être douteuse, et donc on en arrive à des vérités mathématiques qui, elles, ne peuvent pas faire défaut. Mais du coup, ce que je voulais vous demander, c'est que j'ai vu l'efficacité que ça a en entretien individuel, j'ai vu l'efficacité que ça a en entretien collectif, mais ce que je voulais vous demander, c'est une question médiologique. Est-ce qu'il y a des médias qui font que cette efficacité que ça a en entretien individuel ou collectif meurt? C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir des ruptures de continuité, le fait de passer dans tel médium, ou le fait de... Est-ce qu'il y a des ruptures de continuité de ce style-là? Est-ce qu'il y a une décrédibilisation de la parole ou une perte d'efficacité du discours parce qu'il passe par un médium radiophonique ou Alors, je réponds d'abord sur les cartes d'identité. Effectivement, c'est ce truc que on peut... les Kouachim et d'autres djihadistes avaient laissé les cartes d'identité. Alors, il y a une première explication rationnelle, c'est qu'ils le font délibérément, qu'ils les ont pas... Et le deuxième élément, là, je ne pourrais pas vous citer... mais sûr qu'il y ait prescription. Je connais quelqu'un qui a été arrêté pour terrorisme dans les années de plomb, qui a effectivement perdu sa carte d'identité sur les... C'est un de mes amis, voilà, et qui a effectivement perdu sa carte d'identité sur les lieux d'un attentat. Donc ça peut se produire. Mais évidemment, vous êtes obligé... Moi, je suis obligé de croire mon ami, et vous êtes obligé de me croire. Voilà. On en là. Bon. Alors, est-ce qu'il y a... Bien sûr qu'il y a des régimes de vérité différents suivant les différents médias. Alors, la parole de l'autorité descendant de la chair, ou dans le meeting, quoi, avec tous les camarades, tout ça, c'est pas la phrase, le petit truc de télé de la blagounette de Hollande ou de la petite provoque de Macron, pour parodier un peu. Et c'est pas non plus le régime de vérité qu'il y a sur les réseaux sociaux où vous croyez la chose dans une certaine façon, de la mesure où vous croyez en la personne qui vous dit parce qu'elle est semblable à vous. C'est quand même le truc. Ah, moi je suis bien malin, j'ai bien compris que c'était pas un attentat, que la carte d'identité est tombée par hasard. C'est pas le même régime que le journaliste qui vous dit on a découvert une carte d'identité sur les lieux. Il apparaît, il est dans une situation, il y a une mise en scène, etc. Donc le piège des réseaux sociaux, c'est leur côté démocratique. Le piège de l'image, c'est la réduction à un effet accentué. Chaque régime d'énonciation de la vérité comporte ses pièges, quoi. Voilà. Alors, on a chacun son truc. Personnellement, j'adore la radio, par exemple, parce qu'on a le temps d'y parler et de développer l'argument. Mais voilà. Mais est-ce qu'un exercice de pensée que je fais faire à des élèves, parce que je vais passer dans tel médium, ne va plus être fait? Est-ce qu'on a des études de ce style? Est-ce que je sais que quand je les ai en face de moi, j'ai l'impression que lorsque la parole est incarnée, il y a une vraie différence. Mais est-ce qu'il y a, à cause d'un passage dans un autre style Alors il y a, après on va rentrer un peu dans la conversation savante, bon, il y avait Louise Merceau qui avait fait vous voyez qui c'est, enfin, rechercher sur, elle est morte, c'est une copine médiologue, mais elle fait des travaux là-dessus, et sur le site du DIN, il y a eu des choses là-dessus, voilà. Enfin, il y a des gens qui ont réfléchi. Je pense qu'il faut accepter de ne pas tout savoir déjà, il ne faut pas avoir peur.
Donc on a un doute, ben, on ne sait pas. Sur la rotondité de la Terre, là il suffit de taper sur Internet les démonstrations, elles sont toutes simples et il y en a plusieurs. Donc là on peut trouver sur des problèmes comme ça, on peut trouver des solutions simples, hein, je pense. Oui, c'est vrai, alors, elles sont disponibles sur Internet. Oui, le alors, fait que les Américains pour des vraiment choses simples, atterrissent sur la Lune, il y a des centaines de scientifiques qui expliquent le truc. Oui. Non, mais c'est vrai. Alors, on en revient toujours au truc. Là, on est dans un système où la vérité où la preuve de la vérité est forcément quelque part, mais est en concurrence avec tout le reste. C'est ça. Sur les fausses nouvelles, parce que finalement, Ouais. mais par exemple, quand on parle du protocole des sages de science, ça c'est un exemple qui est terrible, parce que c'est vraiment un faux, et pourtant, encore aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est resté. Et donc, il y a des choses qui ne sont pas graves, et il y a des choses qui sont graves. Et je pense qu'il faut aussi distinguer ce qui est vraiment grave et ce qui ne l'est pas. Alors, oui, alors c'est vrai, croire que la Terre est plate, sur votre vie courante, ça ne va pas tirer beaucoup de conséquences. Et vous prenez l'avion, le pilote vous fera atterrir là où vous allez quand même. Mais, alors, bon, le protocole du cas, c'est l'hyper classique, quoi, qui a été fait. Et alors là, il y a une résistance à la réfutation qui est hallucinante. Parce que, alors, à la limite, on peut discuter en logique pour savoir si une certaine religion, une certaine race a la capacité de diriger le monde. Mais là, on sait qui l'a écrit, quand. Le gars était un russe servisant le Krana. Après, il est passé c'est pas encore l'URSS, c'est en Russie communiste, etc. Mais bon, on sait quand il a écrit, on a les sources, etc. Et ça résiste totalement à toute forme de réfutation. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quoi, quand ça résiste à ça, ouais, bon voilà, mais oui, la croyance en la platitude de la Terre, elle résiste aussi de la même façon. Mais là, on connaît le mécanisme. Et on pourrait se dire que quand on sait comment ça a été fabriqué, le faux perdrait de sa crédibilité. Ben non, il résiste à tout. Alors, dans cette perspective, dans quelle catégorie on peut ranger les créationnistes? Alors, parce que là, c'est quand même un oui, problème. là, et ça s'enseigne maintenant dans certaines universités US. Oui, enfin, je vous signale, il y a 2-3 religions qui sont créationnistes hein, en France. Donc voilà. Ouais. Alors, voilà. Oui, alors, effectivement, dans le cas du créationnisme, nous n'aurions que. L'espèce humaine n'aurait que 10 000 ans ou quelque chose comme ça. Des trucs. Bon, vraiment, on peut. Voilà. Je veux dire, croire en un fait. Moi, je suis athée, mais croire en un fait positif. Le dieu horloger a déclenché tout le mécanisme de l'évolution. Je peux le concevoir, mais. Là, la Terre a 10 000 ans et on est descendu comme ça. Les Australopithèques n'existent pas. Là, ça se heurte à des faits. Là, on est dans le domaine de la croyance. C'est-à-dire qu'il y a une autorité, celle du texte, qui est supérieure à celle de tous vos scientifiques. Quoi, voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Oui, pourquoi les gens croient plus en Dieu que... Voilà, après, là, ou dans ce qui est supposé avoir dit Dieu, que... Voilà. Alors, c'est en plus renforcé par le fait du fondamentalisme, c'est-à-dire que le fait que on doit prendre le texte littéralement et que tout est contenu dans le texte. Alors, moi, j'ai pas mal travaillé sur les djihadistes, parce que je vous l'ai dit, je me suis tapé... des centaines de pages de leur argumentation. Et alors, ils ont une capacité de tout justifier par le texte. Évidemment, l'interprétation littéraliste. Ils ignorent le symbole. Quand les gens ignorent la dimension symbolique, ça va mal déjà. Et donc là, et contrairement à ce qu'on a souvent lu, ne sont pas des crétins victimes de la paupérisation, etc. Ce sont des gens qui citent des textes, des hadiths et la sunna avec des argumentations extrêmement fines, mais ils partent effectivement du principe que tout est contenu dans le Coran, tous les événements futurs et leur triomphe qui était prévu pour les années 2020, quoi, ou quelque chose comme ça.
Donc, là comment dirais-je, c'est vraiment le mystère de la croyance, quoi. Si vous adoptez une croyance telle que rien ne pourrait la réfuter, oui, il n'y a aucune solution. Vous devez, pour que vous ne croyiez quelque chose, il faut que vous puissiez dire en quelles conditions vous n'y croiriez plus. Moi, je crois que la Terre est ronde. Et si vraiment tous les savants se mettaient à me dire le contraire, si on montrait que les photos d'Apollo 13 ont été truquées, et que y avait, je commencerais à avoir un doute, quoi. Voilà. Mais oui, s'il n'y a pas de conditions qui puissent vous donner tort, vous avez forcément raison. Enfin, voilà. Alain ? Effectivement, je pense que le problème, c'est de déstabiliser justement la personne complotiste, etc., parce qu'elle a la certitude absolue d'avoir la vérité. Mais à ce moment-là, il y a peut-être des solutions. On peut essayer de la déstabiliser dans sa croyance sur sa soi-disant vérité. C'est de dire, par exemple, je ne sais pas pourquoi, enfin après tout, où est-ce que tu vas en venir, enfin quel est l'avantage que tu trouves à penser ça plutôt que l'inverse. Bon, ça c'est peut-être déjà un peu trop intellectuel, je ne sais pas. Mais il y a aussi une autre manière de dire, c'est que, à propos justement de cet exemple de la Terre est ronde, bon, alors toi, tu as des tonnes d'arguments pour me dire qu'elle est plate, mais il y a autant d'arguments pour dire qu'elle est ronde. Alors pourquoi tu crois que c'est toi qui as la vérité? Ça irait pas, ça, non? Oui. Alors, alors, ceci dit, il y a aussi un test des croyances, c'est l'épreuve de la pratique. Il vaut mieux, si je veux aller à Tokyo, que mon pilote d'avion croit que la Terre est ronde. Voilà. S'il pilotait d'après les coordonnées d'une Terre plate, j'arriverai jamais à Tokyo. Mais évidemment, c'est une démonstration difficile à faire. Ça coûte un billet d'avion. Mais le but du jeu, c'est de déstabiliser l'autre dans sa croyance en la vérité, mais il y a sûrement des moyens. Mais alors, bon, à quelle épreuve êtes-vous prêt à soumettre votre croyance? Hein, voilà, mais c'est vrai, si je crois que tous les chiffres officiels sont faux et que, voilà, ouais. Oui, mais qu'est-ce qui vous fait croire que c'est vous qui avez la vérité là-dessus? Ouais. Alors, une fois encore, alors moi je suis un bon Nietzschean de base, il n'y a pas de vérité, il y a des points de vue sur la vérité, mais je ne crois pas posséder la vérité, mais on peut quand même avoir une bonne espérance de repérer le mensonge, c'est-à-dire un processus délibéré, parce que d'une manière ou d'une autre, il a dû laisser des traces. Un truc qui a été bidouillé sur Photoshop, je regarde sur Google Images, et je le vois, où il y a des logiciels qui vont me le démontrer. Mais évidemment, alors, le problème aussi, c'est le faux positif. Quoi. Voilà, on peut se méfier aussi de chercher... Il ne faut pas être complotiste, anticomplotiste, vous voyez ce que je veux dire, et chercher des... Bon, là, je pensais à l'exemple de Eurodisinfolab qui avait expliqué que l'affaire Benalla avait été montée artificiellement par des bots russes. Quoi. Ce qui est faux. Il est tout à fait normal que 1% des gens produisent 44% des tout. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur. Moi, je suis venu vous écouter parce que j'ai lu il y a longtemps un beau premier livre qui était La langue de coton. Oula, ça me rajeunit pas. Qui m'avait bien plu. Et puis sur les fake news, alors vous avez dit au début, la démocratie, c'est un certain nombre de références communes. Moi, j'avais un prof de philo, il y a longtemps, qui vous avait posé la question, qu'est-ce que c'est pour vous la démocratie? Et la réponse, il a dit, moi je vous donne ma réponse, vous pourrez la méditer, la démocratie, c'est le pluralisme. Voilà. Et donc, sachant que vous donniez cette conférence, j'ai vu que s'agissant de la loi anti-fake news, vous preniez position contre. Absolument, oui. Voilà. Et donc, s'il y a un peu de temps, j'aimerais vous entendre développer pourquoi vous êtes là. Et ça me renvoie à mon opinion, à ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire la démocratie, c'est le pluralisme. Moi, le fait que des gens croient des bêtises ne me dérange pas, mais je tiens absolument à ce qu'ils peuvent les exprimer. Oui, alors, ce qu'ils puissent les exprimer. Alors, il y a pluralisme des opinions et bon. Alors, après, on peut discuter d'une définition de la démocratie. Comment s'appelle le chercheur là, La démocratie contre le peuple, qui a un bouquin qui est assez intéressant, où on peut se poser. Bon, est-ce que la démocratie, ce sont les valeurs libérales de respect, de pluralisme? Est-ce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple des masses? On peut avoir un débat là-dessus. Mais sur votre seconde question, pardon, vous me la. Oui, je disais que je me réfère à ce professeur de philo qui proposait cette définition, la démocratie, c'est le pluralisme. Donc,
ça peut être gênant d'avoir des idées fausses, enfin des faits Oui, faux. après tout, si un crétin pense que la Terre est plate, Moi, ça ne nous empêche pas les voitures de circuler. Quoi. Et ça me gêne beaucoup moins que d'avoir un pouvoir qui prétendrait détenir la vérité. Oui, alors je vais essayer de développer dans un temps raisonnable mon argumentation contre la loi. Je parlerai de la loi en l'état où je la connaissais, c'était la version précédente, je n'ai pas encore lu le prochain texte. Elle a trois contenus principaux. Le premier, c'était en période électorale seulement, sur demande d'un juge du référé, d'amener les GAFA à retirer un contenu visiblement faux ou de mauvaise foi, etc. La deuxième, c'était... alors le deuxième article, ça ne me posait pas de problème, c'était je vais réfuter le premier point dans une seconde. C'était de dire qu'on devrait publier les financiers qui font monter une nouvelle dans les moteurs de recherche. C'est vrai, c'est bien, mais relativisons. Par exemple, on a dit ça pour... C'était Facebook et des fonds russes. Alors, il y a eu effectivement des versements en rouble par des gens qui avaient probablement une intention politique, mais ça représentait en volume 0,06% des volumes payés sur Facebook. Bon, c'est pas bien, hein, mais à la limite, pourquoi on admettrait qu'une industrie ait le droit de payer pour faire monter dans Google, enfin, bon. Et le troisième truc, c'était l'élément dont j'ai parlé tout à l'heure, la capacité de retirer à un média étranger sa licence pour émettre. Bon. La troisième, c'est visiblement, on a mis le sandwich Russia Today dans le hamburger du faux. Quoi, hein, c'est une technique. Voilà. Alors, quel est le problème? Problème 1, c'est que il me semble que c'est une gesticulation un petit peu hypocrite. En ce sens que le juge va demander au vrai pouvoir, les GAFA, de retirer une information fausse, alors que Facebook, Google emploient des milliers de gens à retirer les fake news ou les informations offensantes. Donc on va probablement faire une gesticulation pour demander aux GAFA de faire ce qu'ils font déjà spontanément, parce que c'est leur intérêt, et peut-être parce qu'ils sont sincèrement attachés à la vérité. Je pense qu'il y a peu de dirigeants des GAFA ou de la Silicon Valley qui aient voté Trump ou qui aient cru que le pape soutenait Trump. C'est pas ça le problème. Le deuxième problème, c'est qu'effectivement, on rentre dans un processus où... alors, il y a une loi qui est très bien, c'est la loi de 1881. J'ai aucun problème avec cette loi-là. Si vous pouvez prouver que quelqu'un a fabriqué des documents ou des images dans le but délibéré de perturber l'ordre public, mais... excusez-moi, en droit, si vous écrivez sur votre blog que j'ai dealé de la cocaïne avant d'entrer dans la conférence, ou si vous faites une photo truquée de moi serrant la main de je ne sais quel dictateur, je peux vous faire un procès, je le gagnerai, quoi. Bon, c'est normal dans une démocratie. Donc, la loi de 1881 ne me posait pas de problème. Ce qui me pose un terrible problème là-dedans, c'est le glissement entre... la preuve du faux, si vous utilisez un truc retouché à Photoshop et que vous le savez, d'accord, la faute est indéniable. Entre ça et une intention, quoi. Voilà, hein, intention qui va être de faire la désinformation, de saper l'autorité, de... Bon, je reviens à l'affaire Benalla. Si on l'avait... Imaginons que l'affaire Benalla soit produite pendant les élections. Qu'est-ce qu'on sanctionnait de cette façon ? L'info qu'il avait un appartement de 300 mètres carrés alors qu'il avait qu'un appartement de 180 mètres carrés ou de 180. L'information qui touchait 10 000 nets brut alors qu'il touchait 6 000 nets. C'est peut-être à peu près la même chose avec les précédents. Hein, bon, voilà, je veux dire... comme a dit Macron, on a dit qu'il était mon amant. Bon. L'amant de Macron, hein, pas le mien. Bon. Donc là, vous voyez, si on prend un cas pratique d'application, il y a des trucs qui auraient été... C'est le problème du faux positif qui me préoccupe, qu'on dénonce comme fake news quelque chose qui se révélera être véridique. Alors, pour le journaliste d'investigation, ça va poser des problèmes, quoi. Hein,
avec un risque de retournement de la preuve. Donc, voilà, donc il me semble que les abus que ça va provoquer, et en plus l'exaspération que ça va provoquer, bah, si vous voulez vraiment prouver qu'on est censuré, qu'on est dominé par le politiquement correct, et que les 6 milliardaires qui possèdent 90% de trucs et qui ont probablement voté Macron dirigent nos cerveaux, si vous voulez convaincre les gens de ça, il faut adopter cette loi. Quoi. Donc c'est une balle dans le pied. Je crois que c'est une balle dans le pied. Alors, ne l'expliquons pas par un complot, hein, pour réduire la liberté d'expression. Alors, une de mes interprétations, c'est un facteur psychologique chez Macron lui-même qui semble vraiment avoir fait une obsession sur le coup des Russes et les publications de documents de la République En Marche pendant l'option. Voilà, il y a un facteur personnel. Et il y a peut-être derrière cette loi, comment dirais-je, il y a une faiblesse idéologique. Je veux dire, c'est le fait qu'une certaine, appelons ça la classe dirigeante, ce que vous voulez, n'arrive pas à comprendre que les gens pensent autrement qu'eux, sinon par crénicisme ou par haine. C'est ça qui est grave. Ça me paraît peut-être plus grave que le fait qu'il y ait des rumeurs. Attendez, puis des rumeurs... moi, je me souviens, Balladur était homosexuel, Marine Le Pen avait été la maîtresse de Brigitte Bardot. Enfin, il y en a toujours eu sur la sexualité. Voilà. Oui, la rumeur. Et il y a même des gens qui alors maintenant, il y a des études qui tentent de démontrer que la rumeur d'Orléans n'était peut-être pas tant que ça une rumeur. Non pas qu'elle était vraie, mais qu'on ait exagéré la croyance des gens. Alors, une dernière. Bon, allez, c'est pour vous. En fait, c'était pour prendre la suite de ce que monsieur avait dit. C'est-à-dire que le pluralisme, ça n'implique pas le relativisme, d'abord. Puis d'autre part, dans le pluralisme démocratique, toute idée, effectivement, peut s'exprimer, mais aussi être discutée, réfutée, etc. Or, il y a refus de jeu démocratique, il me semble, quoi, du côté des complotistes, etc. Parce qu'il est absolument impossible, pour eux, il est impensable pour eux de discuter leur vérité. Donc là, il y a un refus de jeu démocratique, quand même. Oui, mais voilà. Comment dirais-je, quel était le philosophe du... Bon, c'est pas Tocqueville, mais quelqu'un dans ce genre-là, qui avait dit on a un problème, il l'avait pas dit dans des termes aussi, dans ces termes aussi triviaux, si vous admettez le pluralisme et la démocratie, vous devez laisser s'exprimer au moins 2 opinions. Et sur les 2 opinions, il y a forcément une qui est fausse ou stupide, quoi, au moins. Voilà, voilà, c'est vrai que vous ne pouvez pas non plus, comment dirais-je, si vous devez faire admettre à l'autre que vous avez le droit de ne pas penser la même chose que lui sur la Syrie ou l'augmentation des impôts, vous ne pouvez pas l'obliger par la loi à admettre une argumentation rationnelle. C'est un peu ça le problème, c'est un problème de moyens, quoi. Ouais. C'est un problème d'accepter le jeu démocratique qui consiste à ce que toutes les idées doivent pouvoir être discutées. Oui, c'est vrai, mais ça dépend de la bonne volonté de votre interlocuteur. Et les complotistes vous diront, on ne veut pas vous empêcher de parler, au contraire, c'est nous qui sommes persécutés, quoi. Mais qui définit le complotisme? Oui, alors par ailleurs, je termine là-dessus. Ce mot de complotisme, bon, vous vous doutez bien que je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'on est envahi par les extraterrestres, ce genre de choses. Mais, je vous donne un exemple très... Vraiment, il faut faire très attention avec l'emploi des mots, surtout quand ils sont très dépréciatifs comme ça. Je me souviens de cette étude qui a été faite pour la Fondation Jean Jaurès, ce sont des gens plutôt sérieux avec l'IFOP, bon, a priori pas des charlots, et qui avait donné lieu à une première page de l'IB, 80% des Français sont complotistes. Waouh! Alors déjà, on pourrait discuter la méthode d'analyse, et parmi les opinions susceptibles d'être désignées comme complotistes, alors, il y en avait du genre, oui, effectivement, la Terre est plate, les reptiliens s'infiltrent, bon, d'accord, hein, mais il y en avait du genre, Kennedy a peut-être été assassiné par un service secret. Mais je suis peut-être un jobard, mais moi je me demande si Kennedy n'a pas... Enfin, s'il n'y a pas un complot derrière l'assassinat de Kennedy, et s'il n'y a pas, il est quand même possible que ce soit ou la mafia ou un groupe. Enfin bon, quand on vous tire dessus, c'est un bon indice qu'il y a un complot quand même. Bon, voilà. L'autre, c'était nous sommes dirigés par les puissances financières. Je suis plutôt d'accord avec cette opinion. Hein, c'est évident. Voilà.
Enfin, ça, c'est pas une fake news, mais c'est Non, ça, je pense que c'est une vraie news. C'est pas une news et qu'elle est vraie. c'est une libération, c'est une idée de complotisme. Oui, après, voilà. Il ne faut pas que l'idée de... Alors, où est la frontière entre la critique et le complotisme, quoi, hein, voilà, quelle différence entre... Alors, si je suppose des faits et des dissimulations, bon, machin a été assassiné par tel truc qui est en rapport avec Bilderberg, etc. Bon, je suppose des faits qui peuvent être réfutés, mais si je parle en termes d'intérêt, etc., moi je pense à une très belle phrase d'Orwell. Je suis un fan d'Orwell, qui, alors je ne sais plus la phrase exacte, mais il disait les petits mensonges ont besoin d'être dissimulés, mais les grands mensonges n'en ont pas besoin de par l'incrédulité qu'ils suscitent. Voilà. Ça fait un bon mot là. Écoutez, merci beaucoup.